Quand un être cher est assassiné, ceux qui l'aimaient revivent le crime. Encore et encore. Prisonniers de souvenirs qui les hantent, ils se retrouvent condamnés à vivre une nuit sans fin. La maison où il vivait, l'endroit sur la route où on l'a trouvé, j'évite d'y aller à cause de ce qu'on a fait à ma fille. Je suis allé près du parc et sur la route, partout dans ce coin-là, à la recherche de preuves, n'importe quoi qui appartienne à ma fille. Je deviens fou à chercher comme ça des trucs qui ne sont sûrement pas là. Billy Carter a élevé ses 2 filles seules dans les montagnes de la Caroline du Nord. L'une d'elles est Misty Carter. Je vais vous montrer des vidéos des filles qui datent de 1992. C'est un peu dur à regarder. La vidéo est drôle, mais à la fin de la remise des diplômes, ils donnent une rose aux enfants pour qu'ils l'offrent à leur mère. Misty me l'a offerte à moi. Sa mère n'était pas à la cérémonie. Regardez, ils n'en peuvent plus. Misty se marre. Billy a fait de son mieux. C'était un homme en charge de 2 petites filles qui essayait de gagner sa vie tout en les élevant du mieux qu'il pouvait. Moi, j'essayais de rendre service autant que je pouvais, en aidant s'il y avait des activités à l'école. Mais il y a un moment où il faut se mettre un peu en retrait. Je ne pouvais pas être leur maman, j'étais leur tante. Crystal est la petite sœur de Misty. En grandissant, les 2 sœurs restent proches. Misty aimait les tatouages. Elle m'a accompagnée quand j'ai fait mon 2e tatouage à la naissance de ma fille. À ses 18 ans, Misty est allée faire son premier tatouage. Une femme démon sur le dos. Je rigolais avec elle de la qualité du tatouage parce qu'il était vraiment moche. Misty adorait les tatouages. Je lui disais, tu fais ce que tu veux tant que tu peux le montrer à ton père. Je disais, si je peux le voir, alors ça va. Misty était extravertie. C'était une belle fille, bien en chair. Et aucune critique ne pouvait l'atteindre. En ça, on était différentes. Parce que moi, je suis très vite blessée par les remarques. Mais elle n'allait jamais se gêner pour vous dire ce qu'elle pensait. La dernière fois que Crystal voit sa sœur Misty, celle-ci est avec son petit ami, Dwayne, le week-end du 17 octobre 2009. On est allé voir une course de voiture avec Misty et Dwayne. Je me souviens qu'on riait des garçons qui couraient près de la piste. Elle avait les ongles bleus vifs, avec une robe ajustée. Très très près du corps. C'était très flatteur pour sa silhouette. Elle était toujours impeccable. Son maquillage, ses cheveux, même sa voiture. C'était une jolie petite Mitsubishi Eclipse. Mais j'ai surtout remarqué ses ongles, parce qu'ils n'étaient pas assortis à sa tenue. Après avoir passé le samedi soir avec Crystal, Misty part avec Dwayne le lendemain, en début d'après-midi. Misty est masseuse professionnelle et elle démarre dans sa carrière. Par conséquent, il lui arrive de travailler le week-end. On ne s'était pas parlé de la journée. Mais plus tard, elle m'a envoyé un message. Ça disait « Je dois travailler ce soir. J'ai un nouveau client. » J'ai dit « D'accord. Appelle-moi demain. » Mais Misty n'appellera jamais. Crystal m'a appelé le lundi pour savoir si j'avais des nouvelles de Misty. J'ai dit non. Je lui ai dit que j'essaierais de l'appeler pour voir si elle décrocherait. C'est allé direct sur répondeur, j'ai laissé un message.
Sheriff 911, do you have an emergency? I'm on the Blue Ridge Parkway. There's a dead body in the middle of the road. Ce matin-là, le téléphone a sonné tôt et on m'a signalé qu'un corps avait été trouvé sur la voie rapide. Je ne suis pas allé réveiller les enfants en partant, ni rien. J'ai juste dit rapidement à ma femme, « Chérie, je dois y aller. » Quand on reçoit un appel comme celui-là, on sait qu'il va y en avoir 10 ou 15 autres dans la demi-heure. On essaye de s'habiller, le téléphone sonne, donc à un moment, on se met en pilote automatique. Et malheureusement, il faut savoir cloisonner les choses. Faire ce métier, ça influe sur notre comportement de parents. Je suis devenu très protecteur, peut-être même trop avec mes enfants, à cause de ce que je vois sur le terrain. Mais en même temps, on voit tellement d'horreurs. On sait que le mal existe sur cette terre. Police have shut down a section of the Blue Ridge Parkway after a passing hiker discovered the body of a young woman who deputies say is between the ages of 18 and 30 years old. Anywhere from 5'5" to 5'7", 160 to 190 pounds. Le corps de la victime était juste là, entièrement nu. Pas de vêtements. Elle était couchée par terre. La première chose que je me suis dit, c'est « Quelle horreur, c'est la fille de quelqu'un ». J'ai pensé qu'il devait y avoir une raison pour que le ou les coupables aient abandonné le corps ici. S'ils ne voulaient pas qu'on le voie, ils auraient pu le jeter de l'autre côté. Comme vous le voyez, c'est un ravin très pentu. Ce soir-là, j'avais allumé les infos, le journal de 6 heures. Il parlait de quelque chose sur la voie rapide. Plus tard dans la soirée, ma nièce Crystal a appelé. J'ai dit « Quoi de neuf, ma puce ?» Elle m'a dit « Rien de spécial ». Et on a papoté. Je lui ai dit « T'as regardé les infos ?» J'étais très occupée ce jour-là. J'avais raté les infos de 17h. Je voulais regarder celles de 23h. According to detectives on scene, the victim's head and upper body suffered severe burns. On a trouvé un petit tas d'allumettes, comme si la personne avait sorti toute la boîte, en essayant d'allumer un genre de turban qu'elle avait sur la tête. Sous le tissu, il y avait un sac plastique noir, comme un sac poubelle industriel. En l'enlevant, on a vu une blessure que les légistes ont décrite comme un coup réalisé avec une lame. On pense forcément à ses parents. D'habitude, Misty m'appelait le soir. Mais cette nuit-là, rien du tout. Je me souviens d'être assise sur mon lit, en écoutant les infos locales. Il parlait d'une femme entre 18 et 35 ans, retrouvée sur la voie rapide de Blue Ridge. Une pensée insoutenable traverse alors l'esprit de Crystal. La victime pourrait-elle être sa sœur Misty? Je me revois appeler le bureau du shérif du comté de Buncombe. Une dame a dit « Je ne peux vous donner aucun détail au téléphone, mais je vais demander à un inspecteur de vous rappeler. » Il n'y avait rien pour l'identifier, ni papier, ni carte. On n'avait aucune idée de qui ça pouvait être. Plus tard, l'un des enquêteurs finit par rappeler Crystal. J'entends encore la sonnerie du téléphone. C'était le bureau du shérif. Il lui demande d'identifier des photos à partir d'un dossier de scène de crime. Ils n'ont aucune autre piste. Ils m'ont envoyé un lien vers un site web. Je regardais le site et je me souviens dire aux policiers « Je ne vois rien ». Ils m'ont dit de continuer à faire défiler les photos. Je fais défiler. Et là, je vois son tatouage.
5 minutes après 23 heures, le téléphone a sonné. Cette voix que j'ai entendue, j'espère ne plus jamais l'entendre. Il y avait tellement de détresse dans cette voix. Je me souviens juste de crier au téléphone. C'est elle. C'est elle. Elle qui? J'ai dit, c'est Misty? Le téléphone sonne. C'est Crystal. Elle me dit, papa, c'est elle. C'est Misty. J'ai dit, je sais. Elle a été enveloppée dans un sac poubelle, déshabillée entièrement, puis emmenée sur la route près du parc où elle a été brûlée. Je ne pouvais pas arrêter d'y penser. À ce feu. Comment c'est possible de passer 20 ans de sa vie à élever une enfant pour qu'ensuite une ordure vous l'enlève? J'étais furieux, tellement furieux, j'étais fou de rage. On peut pas oublier. On refuse de croire que son unique sœur est morte. J'aimerais me réveiller à l'hôpital et voir des médecins et elle à côté de mon lit, parce que tout ce week-end-là n'aurait été qu'un cauchemar. Ou que j'ai eu un accident, que je sors d'un coma et que je ne suis pas dans cette vie. Le plus dur que j'ai eu à faire dans ma carrière, c'est d'annoncer à quelqu'un le décès de leurs proches. C'est ce qu'il y a de pire dans ce métier. Je me souviens quand j'ai annoncé à Crystal que c'était bien sa sœur. Ça vous broie à l'intérieur. Qu'est-ce qui vous hante le plus dans cette nuit-là? Ma plus grande peur, c'est qu'elle m'ait appelé à l'aide. Mais le légiste m'a dit qu'elle était morte sur le coup, qu'elle n'avait rien vu venir. Dire que quelqu'un l'a juste balancé comme ça vers la rivière, comme un vulgaire tas d'ordures. Billy s'est effondré. Il s'est littéralement effondré sur moi. Ça faisait tellement mal, parce que je ne pouvais rien y faire. Je ne pouvais pas arranger les choses, ni pour moi, ni pour Billy, ni pour Crystal, et encore moins pour Misty. Je ne pouvais rien faire. C'est ça qui fait mal. Je suis en colère. Je suis en colère de rester avec des questions sans réponse. Je voulais savoir ce qui s'était passé, pourquoi ça s'était passé, et qui avait pu faire ça. Il faut savoir réconforter la famille, mais aussi récolter des informations. À ce moment-là, on n'avait encore écarté personne de la liste des suspects. Qui avait fait ça? Les enquêteurs obtiennent un mandat de perquisition pour fouiller la maison de Misty, qu'elle partage avec un ami. À leur arrivée, l'homme est absent. C'est dans ce mobil-home que vivait la victime, avec Jermaine Glover. Avant de venir, on était allé voir les policiers du bureau du shérif du comté d'Ederson, parce qu'on ne savait pas s'il y avait du monde au domicile. On a décidé de faire appel à leur unité d'intervention pour pénétrer dans le domicile. Ils sont entrés par l'arrière. Le mobil-home était sans dessus-dessous. Il y avait des vêtements partout, du désordre. On a remarqué des petits haltères par terre. Il y avait du mobilier dans le salon. Tout était retourné, mais rien ne nous a particulièrement sauté aux yeux. J'étais dans la maison et j'ai entendu du bruit. C'était un pick-up qui approchait.
Jermaine s'est garé et nous a dit « Qu'est-ce qu'il se passe ?» Les enquêteurs apprennent que si Misty et Jermaine avaient eu une liaison, ils étaient à présent simples colocataires, chacun ayant une vie sentimentale de son côté. C'était quelqu'un de calme, d'honnête, mais ce n'était pas le genre de ma sœur. Elle avait des petits amis, et parfois je me demandais si elle finirait par se marier et fonder une famille. Mais tout a mal tourné. Jermaine Glover avait une trentaine d'années. Et comme il avait du diabète et ne prenait pas trop soin de lui, il s'était fait opérer plusieurs fois. Il avait fini par se faire amputer partiellement à une jambe. Il vivait de l'argent de l'assurance. Il ne travaillait pas. C'était Misty qui ramenait l'argent à la maison. Jermaine dit avoir vu Misty pour la dernière fois le vendredi. Après avoir passé le week-end avec sa nouvelle petite amie, il rentre chez lui tard, le dimanche soir. Pour les enquêteurs, son handicap en fait un suspect peu probable. Et sans preuve de dispute dans la maison, les enquêteurs se tournent vers d'autres pistes. Cette carte, elle l'a faite pour moi, pour la fête des pères. Il y a écrit « Joyeuse fête des pères 2008, avec plein d'amour de ta princesse préférée. Papa, je voulais prendre un moment pour te dire à quel point tu comptes pour moi. Ne m'abandonne jamais, s'il te plaît, papa. Je t'aime plus que ma propre vie. » Elle n'avait même pas besoin de l'écrire. Je le voyais dans ses yeux. Je l'entendais dans sa voix à chaque fois qu'elle disait « Bonjour, mon petit papa » ou « Papa, je t'aime ». Mais je suis heureux d'avoir gardé cette carte. Ça me fait un souvenir. Après avoir interrogé les amis et la famille de Misty, les enquêteurs tentent de reconstituer l'emploi du temps de Misty entre le samedi après-midi et le lundi matin, soit le jour où elle a été retrouvée morte. Et la voiture de Misty est une des pièces du puzzle. Un des éléments importants de l'enquête, c'était de retrouver sa voiture, puisqu'on savait qu'elle était dedans peu avant sa mort. Après avoir vu la famille, quand on a eu l'impression d'avoir suffisamment d'informations pour commencer les recherches, on est retourné à Asheville. Sur la route, on a pris une sortie pour aller dans un relais routier ouvert 24 heures sur 24. Je parlais à mon collègue en regardant par la fenêtre et je lui ai dit « C'est quoi déjà la voiture qu'on cherche ?» Il a dit que c'était un coupé japonais noir. Et je lui ai dit « Ça tombe bien, il y en a un juste là. » Un coup d'œil à l'immatriculation du véhicule le confirme. Il s'agit bien de la voiture de Misty. On n'en revenait pas. Je me souviens avoir dit aux autres, c'est le destin qu'on se soit arrêté ici. On aurait pu prendre 15 autres sorties pour aller à Asheville. Mais il se trouve qu'on a pris celle-ci. Qu'on est allé dans ce relais routier et que la voiture était garée devant cette fenêtre. Ça nous a fait une décharge d'adrénaline. On s'est levé d'un bond et on est allé voir la voiture. Elle paraissait stationnée là depuis un moment. Les fenêtres étaient pleines de buée. On a regardé par la fenêtre conducteur et on a vu une allumette, comme celle de la scène de crime à côté du corps. On a regardé du côté passager et on a vu ce qui ressemblait à une tache de sang sur le siège. Je me suis renseigné sur une éventuelle vidéo de surveillance pour voir qui s'était garé là. Les inspecteurs arrivent à mettre la main sur les vidéos de surveillance de l'endroit. Seulement 20 minutes avant que le corps de Misty ne soit découvert sur la voie rapide, la voiture arrive devant le relais routier, probablement conduite par son assassin. On n'a pas réussi à voir qui conduisait, ni qui est sorti du véhicule après s'être garé. J'ai immédiatement commencé à relever des preuves. Faire des prélèvements de la terre sur la carrosserie. Pendant ce temps, le rapport du médecin légiste est transmis aux enquêteurs. Ils ont fait une découverte inattendue. Elle était enceinte.
Les enquêteurs font une deuxième découverte inattendue. Elle était enceinte. Le médecin légiste a estimé qu'elle devait être à 7 semaines de grossesse. C'était peut-être ça, le mobile du meurtre. Peut-être que le coupable ne voulait pas qu'elle ait l'enfant, ou qu'il était furieux parce qu'elle allait avoir un enfant avec quelqu'un d'autre. J'allais devenir tata et avoir un neveu ou une nièce qui m'aimerait, qui m'admirerait, tout comme mes enfants adoraient ma sœur. Misty adorait passer du temps avec les enfants de Crystal. Elle aurait fait une très bonne mère. Billy m'a dit, la seule photo que j'aurai de mon petit-fils, c'est le légiste qui l'a prise. Cette semaine-là, moi aussi, je venais d'apprendre que j'étais enceinte. Je me souviens de plonger dans une dépression sévère. Avec l'enquête, c'est pas un hasard si j'ai perdu le bébé. Cette affaire est une vraie tragédie. D'autant plus que dans l'équation, il y a un enfant qui aurait pu voir le jour. Et la vie lui a été arrachée, avant même qu'il puisse la vivre. En tant que père, on est forcément bouleversé. Si quelqu'un voit un homme agresser une femme, mais qu'en plus cette femme est enceinte, c'est différent. Ça modifie les circonstances d'un tel acte. Pendant l'autopsie de Misty Carter, les médecins ont cherché d'éventuelles traces d'abus sexuels. Aucune preuve de viol ou de crime n'a été trouvée. Mais ils ont trouvé du sperme, qui correspondait au sperme de Dwayne Boyd, son petit ami de l'époque. Vers la fin, elle était avec Dwayne. J'étais content pour elle. Avant que tout ça ne tourne au cauchemar. Nous avons contacté Dwayne. Il vivait à environ 5 km du côté de l'autoroute, vers Fletcher. On a interrogé Dwayne Boyd plusieurs fois sur son lieu de travail chez un vendeur de voitures d'occasion. Dwayne est parti de chez Crystal avec Misty le samedi après-midi. Il est peut-être le dernier à avoir vu Misty vivante. Dwayne Boyd nous a dit que lui et Misty étaient allés aux urgences de l'hôpital de Park Ridge pour demander des antidouleurs, parce que Dwayne avait eu un accident de voiture récemment. Les registres de l'hôpital confirment sa présence. Dwayne jure qu'après que Misty l'ait déposé chez lui ce soir-là, il ne l'a plus jamais revue. Mais l'interrogatoire de Dwayne met la puce à l'oreille des détectives. Dwayne et Misty avaient une relation houleuse. Ils se disputaient régulièrement et leurs disputes pouvaient devenir violentes. D'ailleurs, Dwayne ne l'a jamais nié. Ça nous a poussé à l'envisager comme un suspect possible. Aux obsèques de Misty, j'ai dit que la nuit où ma fille avait perdu la vie, elle avait croisé le regard du diable. Et que le Seigneur avait dit au diable, « Avant de faire du mal à mon enfant, je vais l'emmener avec moi. » Parce que je savais qu'elle n'avait pas souffert. Je pense au chagrin de la famille. Alors je me demande, bon, est-ce que j'ai relevé tous les indices? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Puis il y a un déclic qui se fait dans la tête. Les messages soi-disant écrits par la victime. Les enquêteurs passent donc en revue les derniers messages envoyés par Misty à sa sœur Crystal, notamment ceux du dimanche vers 21 h.
Ça ne m'avait pas semblé bizarre sur le moment. Mais après les avoir relus encore et encore avec les policiers, ils me les ont fait vraiment lire, en faisant attention. Le message disait « Je dois travailler ce soir. J'ai un nouveau client. » Le vocabulaire et les fautes d'orthographe présentes dans le message ne ressemblaient pas, selon sa sœur, à la façon d'écrire de Misty. On ne se parlait jamais comme ça. Elle ne m'écrivait jamais pour me dire « Je dois bosser ce soir. J'ai un nouveau client. » Misty ne me disait pas ce genre de choses. Le message indique que le nouveau client a été recommandé par Steve Green. À ce moment-là, on se demande qui est ce Steve Green? Qui est-ce? Qu'est-ce qu'il veut? Steve Green est un client de longue date de Misty et un homme marié qui prend très souvent rendez-vous auprès d'elle pour des séances de massage. Trop souvent, peut-être. Vous avez mentionné Steve Green aux enquêteurs? Oui. Pour dire quoi? C'est lui que je suspectais au début. Je leur ai dit qu'à mon avis, Steve aurait pu être capable de faire ça. Simplement parce que je savais à quel point il était obsédé par ma sœur. Steve Green était un homme plus âgé, qui travaillait dans une concession de voitures d'occasion. On y est allé et on l'a interrogé. Il avait voulu prendre soin de Misty en lui donnant de l'argent, en lui proposant de l'héberger, et je pense qu'il devait y trouver une certaine satisfaction. Il y a eu une période où lui et sa femme étaient séparés, justement à cause du doute qui planait sur sa relation avec Misty. Madame Green avait d'ailleurs envoyé un mail menaçant à Misty. Elle disait qu'elle voyait clair dans son jeu, et elle accusait Misty de manipuler son mari. Je me demandais si Misty savait ce qui se passait. Je me disais, bon sang, qu'est-ce qu'elle fabrique avec ces gens-là? Les enquêteurs interrogent Madame Green, mais malgré ses doutes sur les fréquentes séances de massage de son mari, c'est une femme âgée qui aurait été physiquement incapable de maîtriser Misty. Si Misty s'était retrouvée dans une situation critique, elle se serait défendue. Ce n'était pas une brindille. Bien sûr qu'elle se serait défendue. Cette dame ne colle pas avec le crime, vu la force physique qui est nécessaire pour le commettre. Finalement, Madame Green a été écartée de la liste des suspects potentiels dans l'assassinat de Misty Carter. Quant à Steve Green, son mari, il a un alibi solide. Il est éliminé de la liste des suspects. Il assure ne jamais avoir recommandé Misty à un nouveau client. Pour les enquêteurs, c'est le retour à la case départ. C'est très frustrant pour nos familles. Ils se sentent délaissés, ignorés, mais c'est impossible. On n'a pas ce loisir-là. On doit rester concentré sur le travail, sinon on laisse passer des choses. On fait des erreurs. J'étais terrorisée parce que j'ignorais qui avait fait ça. Mais j'étais toujours là. Je devais aller et venir, faire ma vie. En même temps, j'étais toujours sur mes gardes. Je voulais savoir de qui me méfier et à qui faire confiance. Misty avait l'air du genre à faire confiance aux gens. Oui, trop même. Trop confiance. Elle croyait tout ce que lui racontaient ses soi-disant petits amis. Quel monstre avait bien pu faire ça? Je le revivais sans cesse. Le corps abandonné et brûlé. Mais à moins de le faire brûler à 4000 degrés pour incinérer quelqu'un, le corps ne brûle pas. On avait identifié la victime, mais on ignorait pourquoi elle avait été abandonnée sur la route. Ne pas savoir s'il y a des preuves qui sont encore là, abandonnées près de la route. Vous imaginez la frustration.
On a tout passé en revue. On est allé dans les magasins, on a demandé toutes les vidéos de surveillance de la région. Et finalement, on a eu une info. Sheriff 911, do you have an emergency? Hi, yes. This might seem a little strange, but I work at a gas station, and a little bit ago, a guy came in and asked permission to throw away some things in the dumpster, and it seemed kind of strange to me, like maybe he was trying to hide something. It didn't feel right. Les enquêteurs se rendent aussitôt dans la station-service en question, à quelques mètres de la voie rapide. On a demandé l'autorisation de fouiller dans la benne et on a eu le feu vert. On a mis une bâche par terre. On a ouvert tous les sacs, un par un. On a trouvé des factures et des effets personnels avec l'adresse de Misty. Dans la benne, on a aussi découvert des allumettes. Les mêmes que celles qu'on avait trouvées sur la route, dans la voiture et dans la maison. Ils ont vérifié la vidéo, tout avait été enregistré. La vidéo, prise dans l'après-midi du mardi 20 octobre, soit 32 heures après la découverte du corps de Misty, donne aux enquêteurs un visuel clair sur l'homme de la benne à ordures. Pourquoi aller dans un magasin pour demander à jeter des choses? Heureusement qu'il est allé jeter les affaires et que la caméra l'a filmé en action. Sinon, l'enquête n'aurait sûrement jamais abouti. Ça, c'est la station-service, où un individu a été filmé en train de jeter des sacs poubelles dans la benne à ordures. Il a demandé s'il pouvait jeter des ordures, alors que dans n'importe quelle station-service, il y a une poubelle à côté de la pompe. L'enquête n'était pas encore ouverte. Il a eu presque 24 heures pour faire le ménage et se débarrasser des preuves. Il a fait du bon travail. Il a été filmé en train de jeter des sacs poubelles. Pourquoi? J'y pensais constamment, et encore aujourd'hui quand on en reparle. Je me demande pourquoi il a fait ça. Après un examen rigoureux des images de vidéosurveillance, il apparaît que l'homme sur la vidéo est Jermaine Glover, le colocataire de Misty. Bien que les effets retrouvés dans la benne posent question, ils ne permettent pas de prouver directement que Jermaine est l'auteur du meurtre. Il y a tout un tas de preuves qu'ils n'ont pas identifiées. Ils ont fait de leur mieux pour établir un lien avec le coupable, mais ils n'ont pas réussi. J'étais tellement furieuse. Je me rongeais les ongles jusqu'au sang. Malgré leur déception, les enquêteurs reprennent patiemment tout le dossier dans l'espoir d'avoir omis certains détails. Il n'y a aucune preuve à charge. Aucun indice sérieux qui puisse nous faire penser que le crime a été commis ici. Après un certain temps, on reprend les photos de la scène de crime et on se repasse tous les éléments dans la tête. Puis c'est le déclic. Dans la maison, un des coussins n'avait pas de housse. On a remarqué ça après coup. On a trouvé ça bizarre. On a voulu creuser. Jermaine avait acheté le canapé en location achat et il a accepté de se le faire saisir. Lorsque les enquêteurs localisent enfin le canapé en question, ce n'est plus la housse qui manque, mais tout le coussin. On a contacté l'entreprise de saisie qui nous a autorisé à examiner le canapé. On a vaporisé du luminol sur toute la surface et on a découvert dessus le sang et l'ADN de Misty. Le sang sur le canapé est plus que suffisant pour arrêter et inculper Jermaine Glover pour meurtre avec préméditation.
un mobile apparaît enfin. Jermaine admet auprès des policiers qu'il avait encore des sentiments pour Misty. Jermaine continuait d'espérer une relation amoureuse qui n'a jamais eu lieu. Quand Jermaine a touché un chèque de l'assurance, il l'a dépensé pour chouchouter Misty. L'entendre dire un simple merci et la voir partir s'amuser avec ses amis, ça lui a mis un coup. Elle avait prévu de partir avec le père de son futur enfant pour faire un voyage en Floride. L'idée de voir Misty partir et fonder une famille avec Dwayne est insupportable pour Jermaine. Il a commencé à réfléchir à toute la situation et a fini par comprendre qu'il ne serait pas le père. Ils se disputaient parfois et elle était partie vivre ailleurs plusieurs fois. Je pense qu'il s'est dit, moi je veux bien ravaler ma fierté, assumer ce gosse si on vit ensemble, mais toi, tu n'apprécies pas mon geste. Tu ne me considères pas comme l'homme, le roi de cette maison. Tu vas me quitter? Pour lui, c'était intolérable. Misty est rentrée à la maison après avoir passé tout le week-end dehors. Et ils se sont disputés. Les enquêteurs pensent alors que Jermaine, furieux, serait allé dans sa chambre, tandis que Misty serait restée dans le salon et aurait fini par s'endormir sur le canapé. Je pense que Jermaine a pris un haltère et qu'il a frappé la victime à la tête avec. Ça lui a fracturé le crâne, ce qui a causé la mort. Elle était sur le canapé, sans doute allongée sur le coussin qui, plus tard, a été déhoussé. Il lui a enveloppé la tête avec un tissu, il l'a déshabillée, l'a portée hors du mobil-home et l'a assise sur le siège avant de sa nouvelle voiture. Il a pris la voie rapide, là où on a trouvé le corps. Mais avant de partir, il lui a aspergé le visage avec de l'allume-feu et l'a allumé. Les enquêteurs présument qu'au cours des heures suivant le meurtre, Jermaine a utilisé le téléphone de Misty pour envoyer 2 messages à Crystal. Plus tard, il aurait abandonné la voiture sur l'aire de relais routier, pensant avoir effacé ses traces. Jermaine fréquentait beaucoup ce relais routier. Il y passait du temps, il discutait avec le personnel. Il devait bien connaître l'emplacement des caméras. Du coup, il a pu garer la voiture à un endroit où il savait qu'il ne serait pas filmé. Si au départ, son handicap avait pu écarter les soupçons, dans la salle d'audience, la vérité finit par éclater. Certaines personnes l'avaient vu couper des arbres ou des bûches pour le bois de chauffage, ou encore tirer des remorques avec des charges de 500 kilos. Jermaine pouvait faire beaucoup de choses, malgré son amputation. Il était déterminé. Au procès, ils l'ont montré en train de jeter les sacs à la benne. On le voit aller à la benne, revenir à la voiture, tout ça, pendant que dans la salle, il est là, assis dans un fauteuil roulant. En voyant ça, on se dit... Ah, d'accord. Il suffisait d'assembler les pièces du puzzle grâce à toutes les preuves. Mais le seul qui connaissait vraiment les circonstances de cette nuit-là, il était à 2 mètres de moi dans la salle d'audience et il n'ouvrait pas la bouche. Le père qui est en moi me dit de faire sauter la tête de cet homme. Je l'ai tué des millions de fois en pensée. De toutes les manières possibles. J'ai réfléchi à tout un tas de manières de prendre une arme avec moi à l'audience. Mais au lieu d'avoir un couteau ou un fusil, j'avais une croix dans la main. C'est tout ce que j'ai pu faire. Jermaine Glover est reconnu coupable de meurtre avec préméditation et condamné à une peine de 16 ans de prison. Cette année, ça fera 9 ans qu'elle est partie. Et malgré tout, c'est comme si c'était hier. Je ne sais plus ce que j'ai mangé au petit déjeuner la semaine dernière, mais je me souviens de tous nos derniers instants ensemble.
J'ai quitté le bureau du shérif en juillet 2010. J'ai déménagé au Texas peu de temps après. Ça m'arrive de revivre ces moments-là. J'avais besoin de changement. À être constamment confronté au mal et à la violence, on peut devenir aigri. Est-ce que ces meurtres pèsent encore sur vous? Oui, forcément, ça m'affecte. Le soir, avant de m'endormir, il y a cette angoisse de se demander combien de temps je vais rester allongé là avant que le téléphone sonne. Mais ça fait partie de la vie d'un enquêteur. On n'est pas des robots, on ne peut pas tout oublier. Quand j'allume mon ordinateur et que je regarde mes favoris, vous savez ce que c'est? Le site des criminels de Caroline du Nord. Parce que toutes les semaines, je vérifie qu'il est toujours là, en prison. Parce que je ne veux pas qu'il sorte. Ils ont téléchargé les publications de Misty sur Facebook pour me les donner. Il y en a une qui date de la nuit en question. Je vais essayer de la lire sans trop pleurer. Je ne suis pas une fille unique qui a tout ce qu'elle veut en claquant des doigts. J'ai une sœur et jusqu'à l'année dernière, j'ai toujours travaillé pour m'offrir ce que j'avais. Le seul homme à qui je fais confiance, qui me donne de bons conseils et qui est toujours là pour moi, c'est mon père. Je l'aime plus que ma vie et je ne le changerai pour rien au monde. On a dispersé les cendres de Misty ici. Je viens souvent là, quand j'ai un coup de blues. Je viens m'asseoir et je parle à Misty. C'est ma manière à moi de la garder toujours auprès de moi.